Bonjour et bienvenue au Forum Radio J dont vous êtes l'invité Olivier Faure, bonjour. Bonjour Frédéric Aziza. Un mois après les massacres du Hamas, Israël poursuit son avancée à Gaza et rejette tout cessez-le-feu temporaire qui n'inclurait pas un retour des otages, une libération des otages. La volonté d'Israël d'éradiquer le Hamas est-elle justifiée? Au-delà, faut-il craindre une importation du conflit en France? Et quid de la NUPES? A-t-elle encore un avenir ou est-elle morte? Mais pour commencer, Olivier Faure, un mois après les massacres, après le pogrom du Hamas du 7 octobre, 1400 Israéliens et étrangers, dont 39 Français assassinés, 240 otages détenus à Gaza, considérez-vous comme légitime une riposte d'Israël et sa volonté d'éradiquer le Hamas? L'évidence, c'est que tout le monde comprend qu'après le pogrom que vous rappelez du 7 octobre, il y avait une légitime défense, comme son nom l'indique, légitime, et qu'il n'est pas interdit d'avoir comme volonté d'éradiquer le Hamas. La réalité, c'est que aujourd'hui, cette riposte, ces représailles sont complètement aveugles et qu'elles ne visent pas exclusivement le Hamas. Elles visent des populations civiles qui sont malheureusement aujourd'hui les premières victimes de ce conflit. Et ça, c'est si l'on s'en tient aux chiffres et aux données du Hamas, c'est pas ce que dit l'armée israélienne. C'est pas ce que dit l'armée israélienne, peut-être. Enfin, la réalité avec des informations documentées. Oui, enfin, regardez ce que dit l'ONU, regardez ce que disent les observateurs sur place, regardez ce que sont les vidéos qui sont nombreuses sur les réseaux sociaux et qui font apparaître des victimes civiles très nombreuses. Quand vous bombardez indistinctement des quartiers entiers, vous savez très bien que pour un soldat du Hamas qui est abattu... Un soldat, réalité, un terroriste du Hamas. Un terroriste, effectivement, un combattant du Hamas, si vous voulez. La réalité, c'est que il y a évidemment de très nombreuses victimes civiles et qu'il y a aujourd'hui une forme de folie parce que la réalité... De folie, c'est-à-dire folie de la part d'Israël. J'y viens parce que la réalité, c'est que vous n'éradiquez pas le Hamas. Le Hamas, c'est quoi? C'est d'abord des gens qui ont été radicalisés, qui sont en colère, liés à un contexte politique particulier. Et vous avez une organisation qui, depuis des décennies, surfe sur la colère, sur le sentiment d'humiliation pour lever de nouveaux combattants. Que croyez-vous qu'il se passera dans les prochaines décennies? Aujourd'hui, ceux qui sont partis sur Israël, ce sont en réalité les enfants de la seconde intifada. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La réalité, c'est que tout le monde connaît la solution. La solution, c'est d'arriver à faire coexister deux États en sécurité, Israël et Palestine, côte à côte, avec la garantie pour chacun d'un droit à l'autodétermination, mais évidemment avec le désarmement complet du Hamas qui doit effectivement rendre les armes. Désarmement ou éradication? C'est pas pareil. Mais l'éradication... Parce que le désarmement, on en a parlé précédemment, quand il y a eu déjà des conflits entre Israël et le Hamas. Comment voulez-vous éradiquer le Hamas quand ses dirigeants ne sont pas dans la bande de Gaza? Ils sont à Téhéran, ils sont à Doha, ils sont protégés en réalité par des puissances qui sont des puissances avec lesquelles nous discutons de manière très régulière. Si vous voulez éradiquer le Hamas, la première chose, c'est qu'il faut tarir la source financière du Hamas. Si le Hamas n'a pas d'armes, si le Hamas n'a pas de roquettes, le Hamas ne peut rien. Donc il faut dire ça au Qatar et à l'Iran. Absolument. Faire pression notamment sur le Qatar, puisque la France a des relations avec le Qatar. Absolument. Et tant que vous aurez en fait des gouvernements qui ferment les yeux sur l'argent qui passe en fait du Qatar au Hamas, on ne pourra pas se plaindre de grand-chose. Et la réalité aussi, vous la connaissez, c'est que, y compris Netanyahou, n'est pas lui-même exempt de tout reproche en la matière, puisque lui-même a accepté ces financements, parce qu'il avait un épouvantail commode avec le Hamas, et vous le savez très bien, c'est qu'après Oslo, en réalité, tous ceux qui ont assassiné le processus de paix, Netanyahou et le Hamas, se sont renvoyés la balle régulièrement, volontairement, en étant chacun le meilleur ennemi de l'autre, permettant d'enrayer définitivement, en tout cas le croyait-il, un processus de paix qui s'est interrompu à ce moment-là. Enfin, il y a des interrogations autour de l'avenir politique de Benjamin Netanyahou en Israël. On en parlera peut-être dans quelques semaines, dans quelques mois. Vous étiez présent hier à la manifestation à Paris en soutien aux Palestiniens. Que répondez-vous à ceux au sein même du PS qui considèrent que votre présence n'était pas forcément judicieuse? Il y a des gens qui n'étaient pas d'accord non plus avec le fait que j'aille, au lendemain du 7 octobre, manifester avec le CRIF en solidarité avec le peuple israélien. Je l'ai fait parce que je pense que notre place était là-bas. De dire au peuple israélien que nous sommes à ses côtés quand il subit le martyre. Mais je le dis aussi, il y avait nécessité aussi hier pour nous
de dire les choses et de dire que ce qui se passe à Gaza n'est pas acceptable et qu'on ne peut pas avoir des représailles aveugles et qu'on ne peut pas accepter l'idée qu'on est aujourd'hui une population civile, innocente, qui paye les crimes du Hamas. Si nous disons toutes et tous que c'est une organisation terroriste, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une organisation qui n'est pas, en fait, l'armée régulière de Palestine. Ce n'est pas une guerre entre Palestiniens et Israéliens, c'est une guerre entre le Hamas et Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ces cas-là, on ne peut pas s'attaquer à des populations civiles qui n'y sont pour rien et qui sont elles-mêmes otages du Hamas. Alors, par rapport à la manifestation, est-ce que vous êtes à l'aise, est-ce que vous étiez à l'aise aux côtés du NPA qui glorifie le massacre du 7 octobre? Non, mais moi, j'y suis allé sur mes propres bases. Vous avez vu qu'il y avait un appel... Alors, on précise les choses pour nos auditeurs, et vous allez préciser, il y avait 2 communiqués. Il y avait le vôtre, avec un mot d'ordre particulier, et il y avait le mot d'ordre des organisateurs. Mais vous faisiez partie de ces... Vous étiez au sein de cette manifestation. Oui, il n'y avait pas que le nôtre. Il y avait aussi la CFDT qui a manifesté sous ses propres couleurs. Ouais. C'était pareil pour la Ligue des droits de l'homme. Bref, vous avez un certain nombre d'organisations qui ont appelé à se mobiliser et à appeler ensemble à un cessez-le-feu, sans pour autant que ce soit sur le même mot d'ordre. Alors, mot d'ordre, le vôtre, c'était pour la libération des otages. Absolument. Pour un cessez-le-feu immédiat. Pour un cessez-le-feu immédiat. Et pour la relance du processus de paix. En revanche, le mot d'ordre de la manifestation, c'était une dénonciation de, entre guillemets, le massacre d'Israël à Gaza, point final. Hein? Oui. Et pour un cessez-le-feu immédiat. Oui, pour un cessez-le-feu immédiat. Pas d'allusion, pas de référence aux otages. Oui, c'était un manque cruel, et donc c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas voulu signer cet appel commun, même s'il y avait des communs là aussi, c'est-à-dire que nous réclamons toutes et tous ensemble un cessez-le-feu immédiat, parce qu'il est la condition pour que le dialogue reprenne. On va parler du cessez-le-feu. D'abord, comment défiler aussi avec Jean-Luc Mélenchon, vous allez la NUPES, Mathilde Panot, Manuel Bompard et les élus LFI, qui parlent de génocide à Gaza et accusent Israël d'être un État terroriste en refusant de qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Alors, je ne sais pas s'il parle d'Israël comme un État terroriste, mais un certain nombre de leurs députés le disent, notamment Thomas Porte, et les mots d'ordre hier ont envoyé des affiches « Israël État terroriste ». Mais écoutez, il faut s'en tenir, pour moi, à ce que dit l'ONU aujourd'hui. Il y a un potentiel crime de guerre, notamment avec les bombardements sur les camps de réfugiés, le camp de réfugiés d'Ebilia. Et puis, qui visait des responsables, des dirigeants du Hamas. Oui, enfin, à chaque fois qu'il y a un bombardement, de toute façon, on dira toujours qu'il y a derrière un dirigeant du Hamas. Puisque vous parlez de ça, moi, je vais vous poser une question. Allez-y. On a vu les moyens légitimes provoqués par l'assassinat terroriste du professeur Bernard. C'était le 13 octobre dans son lycée d'Arras. En Israël, il y a eu le 7 octobre, l'assassinat en quelques heures de 1400, entre guillemets, professeur Bernard, soit à l'échelle de la France, 10 000 personnes. Qu'aurait fait la France dans une pareille situation? Est-ce qu'elle n'aurait pas réagi? Est-ce que ne se serait pas considéré comme un état de guerre et comme devant défendre sa sécurité et sa survie? Et attaquer les terroristes qui avaient réalisé ces massacres. 10 000 personnes en France, à l'échelle de la France. Non, mais je comprends très bien l'émotion qui s'est emparée du peuple israélien. Et je comprends très bien qu'il y ait nous ne sommes pas, nous, ici, Israéliens. Nous ne sommes pas palestiniens, nous sommes français. Et notre devoir n'est pas d'épouser l'émotion des uns ou des autres. Notre devoir, c'est d'avoir la tête froide quand tant d'autres ne l'ont plus, mais de manière que je le comprends. Simplement, nous, notre rôle, c'est d'appeler justement à la désescalade, d'éviter qu'il y ait un embrasement général dans la région, de faire en sorte qu'on puisse retrouver un chemin pour la paix. Si nous sommes là, les uns ou les autres, je vois bien qu'on a... Sur les réseaux sociaux, maintenant, on revoit réapparaître « je suis israélien, je suis juif, je suis palestinien ». Non, nous ne sommes ni les uns ni les autres. Il n'y a pas à importer ce conflit. Vous dites comme Bruno Le Maire « je suis français ». Je suis français, effectivement. Ouais. Et donc, nous avons, nous, une responsabilité, c'est de rappeler la parole qui est la parole historique de la France, de Gaulle, Mitterrand, Chirac, qui est d'appeler à une solution à 2 États qui permettent de faire coexister des peuples qui, pour l'instant, sont dans la guerre depuis trop longtemps, 75 ans pendant lesquels le conflit ne s'interrompt pas. Est-ce qu'on pense que les prochaines générations sont vouées à revivre la même chose? Moi, je ne le souhaite pas. Le camp de la paix aujourd'hui en Israël, d'ailleurs, ceux qui ont été assassinés dans les kibboutz, c'était tous des Israéliens du camp de la paix. Et puis, c'est le paradoxe. Non, mais on ne va pas faire la différence entre ceux qui sont du camp de la paix et ceux qui ne le sont pas. Ils ont été massacrés, violés, coupés en morceaux, décapités. Ils sont morts parce que les terroristes du Hamas voulaient tuer des Israéliens
euh, et des Juifs. Donc là, pour l'instant, on parle de ce qui se passe, des conséquences du 7 octobre. Euh, Pourquoi refuser le droit à Israël de se défendre alors que c'est prévu par l'article 51 de la Charte de l'ONU? Pourquoi? Mais je crois que personne n'a empêché Israël de se défendre. Mais se défendre, ça n'est pas avoir une riposte qui est totalement disproportionnée et qui, en fait, prend pour cible collatérale, même si ça n'est pas forcément volontaire, un peuple qui, en fait, n'a pas de moyen de s'enfuir. Gaza est un... Oui, ils n'ont est pas de une- moyen de s'enfuir parce que quand ils fuient, ils sont mitraillés, ils sont assassinés par les terroristes du Hamas. Vous l'avez vu, ça? Ils sont bloqués Mhm. non seulement par le Hamas, mais ils sont bloqués aussi tout simplement parce que Gaza est en fait une enclave qui est complètement fermée Mhm. et que même le point de passage avec l'Égypte à Rafah est lui-même bloqué. Bloqué Et par ce- le Hamas, on l'a vu, Non, qui a bloqué. décidé hier. Les Égyptiens n'ont pas plus envie de voir arriver les Palestiniens et c'est au compte-gouttes et le Hamas a bloqué seulement depuis hier effectivement la sortie pour les binationaux parce qu'ils voulaient eux-mêmes, ils reprochaient à Israël de ne pas laisser sortir des blessés qui ont besoin d'être Des hospitalisés. blessés terroristes. Au-delà- Des blessés terroristes. Et un blessé, c'est un blessé, Ouais, ça c'est et le un droit de la guerre terroriste, c'est un aussi. terroriste, ouais. Les terroristes, il doit être jugé ensuite, Mhm. et c'est ce qu'est l'état de droit, et c'est ce que devrait dire une grande démocratie. Mhm. Et donc, il n'y a pas là de... voilà, il y a un sujet aujourd'hui, c'est qu'effectivement, c'est une enclave qui est fermée, qui est complètement bouclée, et donc, il n'y a pas de possibilité de s'enfuir. Alors, cessez-le-feu, vous, donc, hier, à la manifestation, votre mot d'ordre, c'était cessez-le-feu immédiat. Un cessez-le-feu, est-ce que c'est pas quelque part demander la possibilité pour le Hamas de se réarmer? Mais je le répète, qu'est-ce qui réarme le Hamas? C'est la haine, c'est le sentiment en fait qu'ils peuvent nourrir quand vous avez des milliers de bombes qui tombent tous les jours sur Gaza. Vous êtes sûr de pouvoir trouver demain de nouveaux combattants. Et c'est ensuite, c'est le financement, c'est l'accompagnement par l'Iran ou par le Qatar. Et donc, tant que vous n'aurez pas tari ces sources de financement, ben, vous n'aurez absolument aucune paix possible. Alors, Et donc, il y a une forme d'hypocrisie générale à laisser penser qu'il suffirait d'aller taper en fait des gens qui sont en fait dans les sous-sols à Gaza et qui sont en fait les hommes de base. Mais la direction du Hamas, elle n'est pas dans la bande de Gaza. une partie au moins. En tout cas, Israël refuse toute trêve tant que les otages ne seront pas libérés. Est-ce que c'est justifié ou pas? Parce qu'on ne parle pas beaucoup des otages. Hier, c'était l'un de vos mots d'ordre à la manifestation. Ce n'était pas le mot d'ordre de LFI, par exemple, ou du NPA ou des autres, du comité palestinien, je ne sais quoi. Hein, les otages, dont 9 Français, on les a oubliés. Oui, alors si on est juste avec eux, et il faut l'être parce que c'est un moment on n'a pas besoin d'exacerber les tensions inutilement, ce qu'ils disent, c'est qu'on ne peut pas exiger en fait la libération des otages sans avoir en même temps une négociation avec Israël sur les prisonniers qui sont détenus par Israël. Non, on C'est ça dit qu'ils disent. libération des otages sans condition. Hein, parmi les Non, otages... mais- Attendez, on précise les choses. J'essaie juste d'être juste oui, avec ceux... Moi, je ne suis pas sur cette ligne-là. Ouais. Vous l'avez compris. Parmi les otages, Mais je ne veux pas non 34 plus enfants. qu'on travestisse la Ouais. ligne de... Parce que 30 quand j'ai un désaccord, je l'assume, Ouais. mais je l'assume uniquement sur les bases qui sont les bases réelles. Donc, je préfère que l'on dise les choses. C'est que personne ne dit qu'il faut tuer les otages, personne ne pense qu'il faut les abandonner. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous avez en fait deux parties qui malheureusement sont prêtes à sacrifier les otages. Vous avez Netanyahou qui lui-même n'a absolument aucune considération ni pour les otages ni pour leur famille, qui continue à avancer et qui sait très bien qu'en avançant comme ça dans Gaza, il n'a aucune chance de retrouver les otages vivants. C'est un élément de langage que de dire qu'on rentre dans Gaza pour aller les récupérer. On sait très bien que quand on rentre dans Gaza avec des chars, on ne récupère pas d'otages. C'est vrai que c'est une polémique qui existe en Israël. C'était un questionnement qui existe en Israël. Absolument, qui existe partout et il est légitime. Alors, les conséquences en France, ces massacres, ces assassinats, ce pogrom de plus de 1400 civils israéliens et étrangers, dont 39 Français, dont des dizaines de bébés décapités, l'enlèvement de plus de 240 otages, l'horreur absolue, n'ont pas suffi à LFI, barbarie, pour qualifier le Hamas d'organisation terroriste. LFI qui s'évertue à renvoyer dos à dos le Hamas et Israël et à manifester pour Gaza en oubliant les massacres du 7 octobre. Vous en pensez quoi de cette stratégie, cette ligne de vos alliés de LFI? Non mais moi je ne suis pas là pour parler, enfin je pense que dans un moment comme celui-là, on doit chercher à éviter de faire la politique politicienne. Non mais je vous pose la question parce que c'est important. Je veux pas, moi je vous ai dit ce que je pensais. Je pense qu'il y a eu en fait le 7 octobre non seulement en fait un acte terroriste, ce qui n'est pas une nouveauté dans cette région,
mais en plus un acte d'une barbarie inouïe. Éventrer des femmes qui sont enceintes, décapiter des enfants, brûler des enfants. Tout ça relève en fait de l'acte Ça, le vous plus l'avez dit, barbare. la position donc, de LFI. Vous vous êtes allié avec eux au sein de la NUPES. Je ne réponds pas de ce que dit LFI. Si vous voulez interroger LFI, vous Non, mais interrogerez directement LFI. Je sais, mais je vous Moi, je ne interroge suis pas là sur pour ceux... défendre qui que ce soit, Non, je mais suis là pour dire les faits. savoir ce que vous en pensez. Est-ce que c'est normal? Est-ce que leur stratégie vous paraît acceptable? Je l'ai dit, je ne comprends pas l'outrance répétée, et pas simplement sur ce sujet, de la part de Jean-Luc Mélenchon, qui, à de multiples reprises, est venu rendre inaudible en réalité la position de la gauche. Inaudible non pas au sens où il serait moins vocal, il est très vocal, mais inaudible au sens où les positions que nous défendons ne sont plus comprises parce qu'elles sont vécues aujourd'hui, par exemple, comme pro-Hamas, là où évidemment il n'y a aucun sens à cela, parce que nous ne sommes pas ni les uns ni les autres pour le Hamas, nous sommes pour retrouver les conditions d'un chemin pour la paix. Mais est-ce que LFI et ses élus ne sont pas devenus quelque part les idiots utiles du Hamas? Je sais à quelle phrase vous faites allusion. Moi, je ne veux pas reprendre... Non, mais c'est une question simple, répondez. Soit oui, soit non. Soit ça me gêne de répondre. Non, c'est pas que ça me gêne de répondre, c'est que je n'aime pas la caricature. Je ne suis pas d'accord avec leur prise de position. Vous l'avez bien compris. Mais je ne veux pas non plus que d'un seul coup, on soit injuste avec ce qu'ils disent. Et ils ne disent pas, en fait, qu'ils soutiennent le Hamas. Ils ne veulent pas le reconnaître comme organisation terroriste. Et ils disent qu'Israël est un État terroriste. Certains d'entre eux considèrent que, en fait, c'est même une organisation de résistance. Voilà, je me réfère à ce que disait Daniel Obono. Et au premier communiqué, qui était le communiqué là officiel de l'AFI, où il y avait une forme de parallèle fait entre l'occupation israélienne et puis les actes commis par le Hamas, et donnant le sentiment qu'il y avait là une armée régulière. Et donc? Bon, je ne suis pas d'accord avec ça, mais ça ne veut pas mais dire... quand vous dites idiot utile du Hamas, oui ou non? Ça ne veut pas dire qu'il y a un soutien du Hamas. Ça ne veut pas dire non plus qu'ils n'ont pas condamné les crimes de guerre. Je reprends leur terminologie à eux. Nous, on dit crimes terroristes et crimes de guerre, ils se limitent à crimes de guerre. Mais donc, ne disons pas non plus qu'ils n'ont pas condamné. Parce que si on est injuste avec ce qu'ils disent, vous comprenez que derrière, le débat, il part sur de mauvaises bases. Alors, et s'il part sur de mauvaises bases, ça veut dire que vous allez créer des camps. Vous allez avoir des gens qui vont considérer qu'il faut adhérer plutôt à la position de l'un qu'à la position de l'autre. Or, il faut chercher aujourd'hui une position qui est une position juste. Avec une position de la France, c'est une position juste, une position d'équilibre, une position qui permet de retrouver une voie pour la paix. Mais là, vous n'êtes pas en tant que représentant de la France, vous êtes en tant que premier secrétaire du parti. Pardon, mais enfin, quand je suis parlementaire, je suis effectivement chef du Parti Socialiste, mais je cherche aussi pour la France eh bien, à trouver la voie qui permettra d'avancer. C'est pas la peine de faire de la politique uniquement pour chercher des clivages, chercher à taper en tous les sens, caricaturer le voisin, et à la fin, on arrive à quoi? Vous êtes premier secrétaire du PS, c'est pour ça que je vous pose des questions sur vos alliés, ou vos ex-alliés, je ne sais pas, de la NUPES. Et on se demande si cette stratégie de LFI, beaucoup se demandent, y compris chez vous au PS, elle n'est pas basée sur des petites raisons et calculs électoralistes, à savoir capitaliser autour de LFI un électorat d'origine musulmane, obnubilé par la haine d'Israël et des Juifs. Est-ce que ça, à partir de ça, on peut tout se permettre en politique? Non, mais Frédéric Aziza, je ne peux pas vous laisser dire ce que vous venez de dire. Mais je l'assume, hein. Oui, j'imagine bien que vous assumez, mais enfin, comment peut-on laisser penser qu'il y aurait aujourd'hui, en fait, un monde d'origine arabo-musulmane? Non, c'est pas ça que je vous dis. C'est pas ça que je vous dis. Ah, mais c'est ce que vous m'avez dit à l'instant. D'abord, on va parler d'antisémitisme. Il y a un antisémitisme qui est issu de l'islam radical. Bien sûr, hein, on est d'accord. Mais vous ne pouvez pas non plus laisser penser que toute la communauté arabe j'ai pas du tout dit ça. Aujourd'hui, mais si, quand vous laissez entendre qu'il y aurait en fait une espèce de captation électorale de tout un électorat massif, c'est-à-dire, j'imagine, plusieurs millions de Français d'origine c'est pas ce que j'ai dit. Arabo-musulmane. J'ai dit c'est le calcul politicien de LFI en disant que en prenant de telles positions. Ils veulent fidéliser. Mais à combien évaluez-vous l'islam politique, l'islamisme radical? Si, en fait, vous considérez que c'est quelques centaines de personnes, dans ces cas-là, ça veut dire qu'en fait, le calcul électoral est un calcul qui est très médiocre. Et si vous considérez que toute la communauté arabo-musulmane, eh bien, est, elle, en fait, raciste et antisémite, là, il y a un problème. En tout cas, omnubilé, une partie, je dis. Une partie par la haine d'Israël et la haine des Juifs. Il y a certainement des gens... Et il y a peut-être des calculs électoraux de France Insoumise qui se disent, en allant dans leur sens, on pourra capitaliser des voix. Mais Et certains au sein du PS, parmi vos proches, le disent et le pensent. Mais vous le pensez ou pas?
Moi, je ne pense pas que la communauté d'origine arabo-musulmane soit... Je parle du calcul de LFI. Ce calcul n'aurait aucun sens si... ce calcul aurait un sens au contraire s'il y avait la certitude qu'il y a d'abord un vote musulman et que ce vote musulman d'après les est sondages, conditionné par la haine des juifs. 80%, ce que je ne crois pas. D'après les sondages, 80% du vote entre guillemets musulman c'est porté sur Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. Vous l'avez vu ça? Oui, mais il s'était porté sur François Hollande en 2012. Ouais. Donc ne laissez pas penser qu'il y aurait forcément... il y a des choix qui sont faits, comme la communauté juive a plus voté cette fois-ci pour Nicolas Sarkozy, puis pour Emmanuel Macron, puis même pour Éric Zemmour. C'est un fait. Mais, non, pour Éric Zemmour, très peu. J'ai lu Fourquet, je crois, qui parle de une partie, mais très peu. Majorité. Mais, non, pas une majorité, c'est pas vrai. Et Édouard Philippe, qui était l'invité de Radio J ce matin, qu'est-ce qu'il dit? Il reproche à certains leaders politiques, et il vise LFI, de décapsuler l'antisémitisme. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Décapsuler l'antisémitisme. Mais écoutez, vous n'allez pas m'interroger toute cette... à chaque fois sur LFI. Moi, je ne suis pas à LFI. Donc, en fait, je crois vous avoir dit mes positions. Vous allez rappeler avec une certaine forme de constance. Je suis de ceux qui, aujourd'hui, s'indignent de ce qui s'est passé hier à Lyon. Et donc, on verra ce que dit l'enquête. On verra ce que dit l'enquête. On est sûr de rien aujourd'hui. Mais la certitude qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il y a une multiplication des actes antisémites et que cette question-là devrait nous saisir toutes et tous d'effroi, et que nous devons toutes et tous être les premiers à lutter contre toute forme d'antisémitisme. Et l'antisémitisme, il doit que chacun le comprenne ce matin, c'est qu'à chaque fois que vous laisserez penser que tout juif est forcément est un Israélien adepte des positions de Netanyahou, et qu'il faut rendre responsable chaque juif en France, chaque Français juif de ce qui se passe en Israël, c'est de l'antisémitisme. Alors justement, c'est très bien que vous disiez ça, puisqu'il y a quelques déclarations de Jean-Luc Mélenchon. Vous allez dire que j'ai une obsession, mais c'est quand même l'actualité. Il a accusé le CRIF, Jean-Luc Mélenchon, au lendemain du massacre du 7 octobre, ça va être le 8 ou le 9, d'obliger tout le monde à s'aligner sur la position du gouvernement d'extrême droite israélien et d'empêcher la solidarité des Français avec la volonté de paix. Il a aussi affirmé, Jean-Luc Mélenchon, qu'Elisabeth Borne, fille de déportés, défendait la position d'un État étranger, à savoir Israël, s'agissant donc de Gaza. Et aussi Yael Braun-Pivet, dont une partie de la famille a été exterminée à Auschwitz, d'être allé camper à Tel Aviv pour encourager le massacre de Tsahal à Gaza. Le même Mélenchon, qui, on s'en souvient aussi, en décembre 2019, accusait le grand rabbin d'Angleterre, mais aussi le CRIF, on ne sait pas pourquoi le CRIF, qui est français, et divers réseaux d'influence du Likoud, d'être responsable de la défaite de Corbyn. Il n'y a pas des relents antisémites là-dedans? Mais il y a... Si imaginez que Marine Le Pen ait dit ça, qu'est-ce que vous auriez dit? C'est antisémite? Mais attendez, je juge de la même façon les uns et les autres, qu'ils soient d'extrême droite ou de la gauche radicale. Et donc il y a des relents antisémites là-dedans ou pas? Il y a une obsession de la part de Jean-Luc Mélenchon à vouloir trouver des raisons à ces défaites qui ne sont pas les bonnes. Et qui sont mauvais? Et laisser penser que c'était effectivement le grand rabbin britannique qui avait été à l'origine de la défaite de Corbyn. Et le CRIF. Qui n'a rien à voir avec la Grande-Bretagne. Mais quand Jean-Luc Mélenchon a parlé, en fait, du président du CRIF comme un homme d'extrême droite, voilà, je vous rappelle que j'ai pris position, et que j'ai dit non, effectivement, le président du CRIF n'est pas d'extrême droite. Obsession antisémite chez Jean-Luc Mélenchon? Mais je ne sais pas, je ne veux pas parler d'antisémitisme, je ne cherche pas des antisémites partout, je pense qu'il y a là, en fait, une forme de combat qui n'est pas un combat à la hauteur de ce que Jean-Luc Mélenchon devrait faire. Voilà. Et donc, plutôt que de chercher des responsabilités de ce côté-là, il ferait mieux de chercher aussi de ce côté-là, qui dans son propre discours, du côté du CRIF, eh bien, il devrait chercher les raisons qui, dans son propre discours, font qu'il se crée lui-même son propre plafond de verre. Et qu'il est aujourd'hui dans une situation où il radicalise sa propre base, son propre socle électoral, mais qui n'est pas en mesure aujourd'hui d'avancer plus loin et d'amener la gauche à une victoire. On va passer à autre chose, mais quand même, est-ce que LFI n'est pas en train de légitimer quelque part l'antisémitisme des islamistes? Est-ce que LFI n'a pas une part de responsabilité dans ce déchaînement de haine anti-juif? Non mais vous allez loin quand même. Je vous pose des questions. Hein. Oui, mais enfin, vous allez loin. C'est-à-dire que... mais vous répondez ce que vous voulez. Moi, mais moi, je ne comprends pas que... Enfin, ne laissons pas... Il y a déjà suffisamment d'antisémites dans ce pays. Suffisamment d'antisémites dans le monde. Pour qu'on n'ait pas besoin d'en trouver davantage. Et cherchons plutôt à faire en sorte que
plutôt que de chercher à cliver, cherchons à faire en sorte que toute la gauche, toute la droite soit à l'unisson sur cette question. Battons-nous ensemble contre l'antisémitisme. Faisons en sorte que personne ne puisse être victime d'une quelconque agression, qu'elle soit verbale ou physique, et d'ailleurs, tout simplement parce qu'il est juif ou juive. Et on précise les choses, qu'il soit juif ou juive, qu'il soit musulman ou musulmane, qu'il soit noir ou chinois ou asiatique, ou qu'il soit homosexuel. Tous les racismes, l'homophobie, ce sont des combats, des causes qu'il faut mener, et c'est ce que nous disons ici à Radio J. Donc il n'y a pas de différence à faire, mais vous comprendrez que l'actualité nous conduit peut-être à poser un certain nombre de questions. Mais même, je le dis aussi ce matin, c'est que nous avons aussi besoin, dans un moment où on voit bien la recrudescence des actes antisémites, nous avons besoin que la France entière se lève et que tout le monde politique puisse à l'unisson dire les choses. On ne peut pas laisser se développer en fait ce sentiment qui parcourt le pays avec... alors, je ne sais pas qui sont les gens qui sont à l'origine de ces tags, de ces graphes, etc. Ou de ce qui s'est passé à Lyon hier. De ce qui s'est passé à Lyon, on verra ce que les enquêtes nous disent. Mais l'évidence, c'est qu'on sent qu'il y a un vent mauvais. Et qu'il y a une tension qui renaît dans ce pays et qui est une tension qui prépare le pire. Le pire, c'est ce qui s'est déjà passé chez nous, des attentats qui visent des Toulouse, juifs, l'hypercachère, Toulouse, etc. Et la réalité, c'est que même si le racisme ne frappe pas exclusivement les juifs ont payé lourd un tribut à l'antisémitisme. 12 juifs ont été assassinés parce qu'on est juif. Oui, absolument. Et je sais l'angoisse qu'il y a aujourd'hui parmi toutes celles et ceux qui se savent aujourd'hui menacés simplement du seul fait qu'ils sont juifs. D'où ce questionnement, c'est la dernière fois que je vous pose cette question, ce questionnement, ces interrogations, cette douleur quelque part, le fait de considérer au sein de la communauté juive, chez les dirigeants de la communauté juive et chez un certain nombre de leaders politiques, beaucoup, que LFI et ses élus mettent de l'huile sur le feu et peuvent favoriser ainsi le passage à l'acte antisémite. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Non, je crois pas. Je connais quand même de mieux en mieux, en fait, les parlementaires insoumis et je ne crois pas un seul instant qu'ils soient prêts à participer à l'antisémitisme. Non, pas participer. Ils favorisent le passage à l'acte. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais c'est là où je trouve que vraiment chacun devrait mesurer ses propos. Faisons en sorte plutôt de faire en sorte de procéder à l'envers et appelons-les avec nous à se battre contre l'antisémitisme, à lancer un appel aujourd'hui, un appel commun de toutes les forces politiques de France, un appel commun pour que l'antisémitisme soit en fait condamné avec la plus grande fermeté. Il pourrait prendre quelle forme cet appel commun ? Eh bien, ça pourrait être, par exemple, un grand rassemblement, puisque nous nous sommes rassemblés place de la République dans tous les grands moments de notre histoire. Et je vous rappelle qu'à quelques années, j'avais déjà appelé un appel qui avait rassemblé toutes les forces politiques à l'époque, à l'exception de l'extrême droite, mais qui avait permis, en fait, de dire ce qu'était la parole de la France. Alors donc cet appel commun, je souhaite un appel commun de toutes les forces politiques, qu'aucune ne manque à l'appel. Y compris le Rassemblement national ? J'appelle toutes les forces politiques. Y compris le Rassemblement national, c'est important. J'appelle toutes les forces politiques à dire les choses, à dire qu'il n'est pas possible en France qu'il y ait le moindre acte, la moindre parole antisémite, que les Juifs, les Français juifs ne peuvent pas être tenus pour responsables d'actes qui ont été commis par d'autres Juifs ailleurs dans le monde, qu'il s'agisse d'Israël ou ailleurs. Nous ne pouvons pas avoir... ce n'est pas possible. Voilà. Il y a quelque chose qui ne correspond pas à l'idée que nous faisons de la République. Ça pourrait être quand ? Mais dans les prochains jours, je prendrai contact avec l'ensemble des organisations politiques. Je ferai en sorte que cet appel puisse trouver une résonance et que tout le monde puisse y participer. Parce que c'est aujourd'hui une obligation morale pour nous tous. On précise les choses, c'est important, y compris le Rassemblement national. Mais bien sûr, et si le Rassemblement national veut bien répondre à cet appel et faire en sorte de couper avec sa propre histoire et avec y compris une partie de ses propres élus qui aujourd'hui encore sont des élus dont les propos, vous avez vu ressortir ce que dit M. Rachlin, je ne sais pas comment on prononce son nom, Rachlin, eh bien... le maire de Toulon, hein. Le maire de Fréjus. De Fréjus, pardon. Eh bien, voilà, je crois qu'il faut qu'aujourd'hui, tout le monde prenne la responsabilité
de rappeler que l'antisémitisme n'est pas une opinion. C'est un délit et ça va même se muer en crime. Aucun racisme n'est une opinion. Hein, je préfère le répéter. Demain lundi, Gérald Darmanin va défendre son projet de loi immigration devant le Sénat. Selon un sondage Opinionway publié ce matin par le Parisien, les Français veulent la réforme, toute la réforme, c'est-à-dire la régularisation pour les salariés des métiers en tension, le renforcement des mesures d'expulsion des étrangers représentant une menace grave pour l'ordre public et plaide aussi pour la réduction du nombre de procédures de recours contre les décisions de reconduite à la frontière. Vous dites banco? Banco quoi? Bah, vous êtes d'accord avec ça? Non, non, je ne suis pas d'accord avec ça. 78% des Français, je crois, sont d'accord. Non, oui, 60 et quelques pourcents des Français sont d'accord avec ça. Quand on balance comme ça des propositions... Alors allez-y. Moi, je ne suis pas... Je pense que, d'abord, il y a un autre point que vous n'avez pas soulevé et qui a été en fait soumis par voie d'amendement par la majorité sénatoriale de droite. Sur la ME, vous voulez dire? Alors, sur l'aide médicale d'État, qui est une absurdité absolue, j'y reviendrai dans un instant, et sur la fin du droit du sol en France. Et le gouvernement ne s'y est pas opposé. Pas sur la fin du droit du sol. Si. Il a laissé faire et il ne s'y est pas opposé. Et donc, vous avez aujourd'hui des gens comme Patrick Weil qui lancent l'alerte et ils ont absolument raison de le faire car nous avons besoin, en fait, de maintenir ce qu'est la tradition française et ne pas se laisser emporter à chaque nouvelle étape en allant chaque fois un peu plus loin dans les bras de l'extrême droite. Ça n'est pas possible. Et ce que je vois sur l'aide médicale d'État, qui est une vieille revendication de l'extrême droite, et qui est une absurdité sur le plan sanitaire, sur le plan économique, sur le plan éthique, et ce n'est pas moi qui le dis, en fait, c'est le corps médical lui-même qui le dit. C'est absurde sur le plan médical. Pourquoi? Parce que quand vous dites à un étranger qui ne peut plus se soigner, ben qu'est-ce qu'il fait? Il reste avec sa propre maladie. Et donc, il est peut-être contagieux. Et donc, il provoquera des épidémies. Et de toute façon, à un moment, quand son état sera suffisamment critique, il reviendra à l'hôpital. Et à ce moment-là, on sera obligé de le soigner. Ça coûtera infiniment plus cher à la collectivité. Donc tout ça est absurde. Le projet de loi, qu'est-ce que vous en pensez globalement? Est-ce que tout est à rejeter ou est-ce qu'il y a des propositions, des amendements, des articles de ce projet de loi qui sont acceptables? Est-ce que éventuellement, si le gouvernement avait recours au 49.3 pour le faire adopter, vous pourriez voter une motion de censure présentée par LR? Mais vous voyez bien que, en fait, dans ce projet, c'est un projet de communication, c'est un projet de radicalisation, de ségrégation, qu'il a en fait pour volonté de marquer le terrain à l'extrême droite et qu'il n'a aucune volonté de régler quoi que ce soit. Mais est-ce que vous dites... Vous avez même un article 3, qui était un article qui était certes très inférieur à ce qu'il faudrait faire. Donc on précise pour nos auditeurs, régularisation des travailleurs issus des métiers en tension, c'est ça l'article 3. Exactement. Même ce petit article est en train de disparaître sous la menace de la droite qui a indiqué qu'elle ne voterait pas le texte. Qui pourrait être remplacé par un décret réglementaire. Non mais, de quoi parle-t-on? Non mais on précise les choses. Hein. Non mais, si le gouvernement veut assumer sa politique, qu'il l'assume et qu'il dise oui, je crois que sur les métiers en tension, il y a des travailleurs qui aujourd'hui sont des salariés qui payent leurs cotisations et qui méritent d'être régularisés. Ça représente 7000 salariés par an. Hein. Oui, écoutez, c'est pas grand-chose. Non, c'est pour mais ça déjà, si c'est ça, on pourrait se dire qu'il y a quelque chose qui relève du bon sens. Bon, alors... Moi, je souhaite qu'on aille plus loin encore. Je souhaite que tous ceux qui sont salariés aujourd'hui et qui payent des cotisations, qui sont complètement intégrés à la société française, qui ont des enfants qui vont à l'école, qui ont choisi de vivre ici depuis de longues années et qui travaillent ici, et bien que tout cela puisse être régularisé. Mais alors... Dans une situation complètement absurde, vous avez des gens qui de toute façon vont continuer à vivre ici, vont continuer à travailler ici, qui ne pourront pas être expulsés parce que leurs enfants sont nés ici. Et pour autant, eh bien, on va les mettre dans une zone grise dans laquelle ils n'auront aucun droit. Ça donne quoi? Ça donne en fait un sentiment de relégation, ça donne aussi une main-d'œuvre bon marché qui est esclavagisée. Mais alors, ça n'est pas possible. Sur ce projet de loi, donc si LR dépose une motion de censure, au cas où le gouvernement devait avoir recours au 49.3, est-ce que vous pourriez voter cette motion de censure déposée par LR? Non, parce que la motion de censure de LR le sera sur une base qui est exactement contraire à ce que je défends là. En fait, eux, ils veulent aller plus loin. Et la gauche encore. pourrait déposer une motion de censure ou pas?
En cas de Si il y a 49.3. 49.3, il y a certainement une motion de censure de gauche qui sera déposée, bien sûr. Alors, ce projet de loi immigration, c'est quoi? C'est un crash test pour le ministre de l'Intérieur ou pour la gauche et la NUPES? Je vois pas très bien en quoi ce serait un crash test pour la NUPES. Non, parce que vous pourriez défendre des positions qui ne sont pas comprises par les Français. C'est pour ça que je parle de crash test pour la NUPES. Mais écoutez, ça m'arrive régulièrement de défendre des positions qui ne sont pas toutes comprises par les Français. Mais voyez-vous, je ne fais pas de la politique simplement dans un but électoraliste, en ayant simplement l'œil rivé sur les sondages, en me demandant si les Français pensent majoritairement comme moi ou pas. Je fais de la politique parce que je crois à des choses, à des idées, et que je me bats pour elles. Et donc, la politique, c'est aussi de chercher à convaincre. Bien sûr qu'aujourd'hui, sur ces positions-là, je sais que je suis minoritaire. Mais c'est que ça doit m'empêcher de défendre ces idées-là. Dans le pays, oui. Et donc, est-ce que ça peut être un crash test pour le ministre de l'Intérieur? Écoutez, peut-être. Je ne sais pas si, en fait, en politique, on dit que les gens ne meurent jamais. Donc, on verra bien. Mais la réalité, c'est que ça m'est égal. Et moi, je ne suis pas là pour faire le tri entre Gérald Darmanin, Édouard Philippe, Bruno Le Maire et d'autres encore. Je suis là pour défendre ce que je crois. Le procès du garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti devant la Cour de justice de la République commence demain. Est-ce que vous considérez que ce procès est justifié? Puis d'ailleurs, les parlementaires socialistes qui participent aux travaux de la CJR, est-ce qu'ils se prononceront pour la condamnation d'Éric Dupond-Moretti? Non, mais voyez bien que là, il y a quelque chose de... Là aussi, en fait, on vient de parler du 49.3. Ouais. Maintenant, on parle de la Cour de justice de la République. Ouais. Voyez le lien que je fais sur la crise démocratique qui est à l'œuvre en ce moment? Crise profonde. Vous avez un Parlement qui ne légifère plus, qui, sur tous les grands sujets, se retrouve face à un 49.3. Et maintenant, vous avez un ministre de la République, garde des Sceaux, ministre de la Justice, pardon, enfin, celui qui est garant de l'indépendance de la justice. D'où la question, est-ce que ce procès est justifié? Est-ce que ce qu'on lui reproche mérite de l'envoyer devant la CJR? Ça, c'est la justice qui s'est prononcée. Il est mis en examen. Donc, c'est bien sûr que c'est parfaitement légitime d'avoir, y compris des ministres mis en examen. Alors, ce qui n'est pas légitime, c'est qu'on ait mis fin à une jurisprudence longue au cours de laquelle, en fait, tous les ministres qui étaient mis en examen démissionnaient. C'était même ce que le président de la République, quand il était encore candidat, expliquait aux Françaises et aux Français pour se faire élire. Que s'il était condamné, il quitterait ce serait bien la moindre des choses. Non, mais enfin, là, c'est une plaisanterie. Enfin, s'il est condamné, c'est une évidence qu'il s'en va. Il faut quand même pas exagérer. Mais enfin, déjà que vous ayez un ministre qui a la tutelle des magistrats qui sont dans cette Cour de justice de la République, qui est en fait le ministre d'une partie des députés qui vont être amenés à le juger, il est jugé pour conflit d'intérêt. Vous voyez pas qu'il y a dans ce procès même un conflit d'intérêt. Le procureur général, qui est celui qui va être chargé de requérir dans ce procès, doit toute sa carrière à la Macronie. Et vous pensez que tout ça va se faire de manière complètement innocente? Donc il y a là un problème de conflit d'intérêt, c'est évident. Donc qu'est-ce que vous pronostiquez? Qu'il sera acquitté? Bien sûr. Oui, il sera acquitté? Je ne vais pas me prononcer. Je crains en tout cas que ce procès ne soit largement tronqué. Et même la Cour de justice de la République est une anomalie démocratique. Il faut la supprimer. Il faut la supprimer. Les parlementaires socialistes, qu'est-ce qu'ils diront? Ils condamneront... Eux, ils seront amenés à juger entre leur âme et conscience. Il n'y a aucune consigne du PS à qui que ce soit en la matière. Retour au débat politique et à l'état de la gauche. Depuis l'été, la NUPES est perturbée par des désaccords de fond, par des polémiques ou des querelles d'ego entre ses dirigeants. Avant le refus de LFI de voir dans le Hamas une organisation terroriste, il y a eu, vous en souvenez, nos auditeurs s'en souviennent, les séquences Made in, Abaya, ou vos désaccords sur les élections européennes et même sur les sénatoriales. La direction du PS a voté le 17 octobre, vous avez fait voter par la direction du PS le 17 octobre, en faveur d'un moratoire sur la participation de votre parti et du groupe PS à l'Assemblée aux travaux de l'intergroupe parlementaire de la NUPES. Où est-ce que vous en êtes 3 semaines après? Mais d'abord, il y a ce que vous avez rappelé, mais plus largement, en fait, nous avons construit, il y a maintenant près de 18 mois, ce qu'on appelle la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Nous l'avons fait pour tenir une promesse auprès des Françaises et des Français, faire en sorte que la gauche puisse parler le plus possible d'une seule voix et qu'elle puisse répondre à une attente très forte, alors qu'elle a été absente à 3 reprises en 20 ans du second tour de l'élection présidentielle. Alors ça, c'est l'historique, mais l'actualité... Non, mais j'y viens. Parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. J'y viens. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, depuis 1 an et demi, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que notre rassemblement a progressé dans l'opinion? La réponse est malheureusement non. Pourquoi? Parce que dans tous les grands débats, il y a eu à chaque fois
pardon de le dire comme ça, mais une part de pollution. De la part de Jean-Luc Mélenchon? De la part, notamment, de Jean-Luc Mélenchon, qui, sur tous ces débats-là, sur l'affaire Quatennens, sur la question des retraites, sur la question des violences urbaines, puis maintenant sur le débat Israël-Hamas, à chaque fois, pas en poussant le curseur trop loin, en faisant en sorte de chercher systématiquement le conflit à un niveau où il ne devrait pas être. C'est un pyromane, Jean-Luc Mélenchon? Mais, en tout cas, je ne sais pas reprendre l'expression, mais en tout cas, c'est quoi vrai votre expression alors? Mais moi, je suis contre la différenciation maximale à chaque fois. Parce qu'elle rend à chaque fois nos positions, en fait, alors elles permettent de solidifier un socle électoral, sans doute, mais elles ne permettent pas d'aller convaincre celles et ceux qui ne le sont pas encore. Donc ça veut dire que ça veut dire que ça condamne la gauche, en fait, à la défaite. Ça veut dire que la et NUPES moi, est je finie. souhaite que la gauche, elle puisse l'emporter. Ça veut dire que la NUPES est morte. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans ces conditions-là, nous ne pouvons pas repartir dans de bonnes... Pas ou plus? Nous ne pouvons pas. La NUPES, c'est fini? C'est mort? Mais enterré? Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui nécessité de se parler avec celles et ceux qui sont prêts à faire vivre ce rassemblement de la gauche et de l'écologie différemment. C'est-à-dire en se respectant mutuellement, en faisant en sorte, et y compris aujourd'hui à votre micro, quand moi je parle des uns et des autres, je n'exagère jamais, je ne suis pas dans l'outrance, je ne suis pas même y compris à chercher à disqualifier celles et ceux avec qui j'ai des désaccords. Je dis quels sont les désaccords, je dis où ils se situent, mais quand vous allez vous trop loin, je les défends parce que je pense qu'il y a... pose des questions. Non mais bien sûr, mais enfin, parfois elles sont orientées. Et donc, je cherche à faire en sorte... Toutes les questions, toutes les réponses sont orientées. Oui, c'est comme ça. Et c'est comme ça. Eh bien, ce que je vous dis moi, c'est que je cherche à faire en sorte qu'avec tous celles et ceux qui ont cette volonté partagée, de faire avancer l'union et le rassemblement de la gauche et les écologistes. Vous ne croyez plus à cette NUPES, à cette alliance avec LFI? Ce que je vous dis, c'est qu'il y a beaucoup de gens, même une majorité aujourd'hui de ceux qui ont fait naître cette NUPES, qui ont envie qu'elle fonctionne différemment, et c'est ce que je souhaite moi aussi. Quand vous voyez l'évolution du climat et du débat politique, est-ce que vous croyez vraiment que la législature peut aller jusqu'à son terme? Est-ce que la dissolution, c'est pas la solution? Est-ce que vous êtes prêt en cas de dissolution? Mais on est toujours prêt. En tout cas, moi, je suis toujours prêt à rendre des comptes à mes concitoyens et à leur dire ce pourquoi je me bats et quelle est la volonté que je poursuis. Mais dissolution, parce que la question qui se pose, en cas de dissolution, donc nouvelles élections législatives, est-ce que vous croyez vraiment qu'il y aura un candidat de la NUPES dans chaque circonscription, ou est-ce qu'il n'y aura pas une multitude de candidats et ce qui vous conduira à ne pas faire tout à fait le même score qu'il y a 1 an et demi? Mais vous avez raison. Si la gauche apparaît divisée à chaque échéance électorale, vous aurez en fait un boulevard pour la droite et surtout pour l'extrême droite. Pourquoi il y a eu en fait seulement si j'ose dire, 89 députés d'extrême droite? Éventuellement pour la majorité présidentielle. Oui, mais attendez. Pourquoi il y a eu simplement 89 députés d'extrême droite dans l'hémicycle, ce qui est déjà beaucoup trop? Tout simplement parce qu'il y avait en fait une gauche qui était suffisamment puissante pour l'empêcher d'être la plupart du temps au second tour. Si demain la gauche n'est pas au second tour, vous aurez des débats en fait droite, extrême droite partout en France et vous aurez bien plus de députés d'extrême droite. Donc ça veut dire que la dissolution, ça peut être un danger pour vous? Pour la NUPES. Mais la dissolution, c'est un danger pour tout le monde en réalité. Et donc elle n'est pas plus pour les uns que pour les autres. Et moi je souhaite que ça peut vous affaiblir au Parlement. Tout le monde peut être affaibli, tout le monde peut gagner. Les élections, c'est pas jouer d'avance et c'est pas uniquement des calculs politiciens. C'est aussi des convictions et des combats qu'on mène. Justement, les élections, c'est pas jouer d'avance, tout le monde peut gagner. Quand vous constatez que les sondages se suivent et se ressemblent, Marine Le Pen est très haut, au zénith, au-delà de 30%. Derrière, c'est éventuellement Édouard Philippe. Est-ce que ça vous donne pas le vertige? Est-ce que, comme Gérald Darmanin, vous considérez que la victoire de Marine Le Pen en 2027 est assez probable? Bon, moi, je ne suis pas là pour commenter les sondages. Ouais. Je suis là pour faire en sorte que la réalité... Oui, mais je sais bien. Et la menace est, pour la première fois, en fait, une menace que je crois réelle. Je n'ai jamais cru jusqu'ici à la capacité de l'extrême droite à l'emporter. Je crois aujourd'hui que, effectivement, les alertes sont suffisamment nombreuses pour qu'on puisse non plus seulement se poser la question, s'interroger, mais bien redouter une victoire de l'extrême droite. Ce qui rend encore plus... évidente la responsabilité que la droite républicaine, que la gauche peuvent avoir. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour conjurer ce qui paraît, pour beaucoup, devenu inéluctable? Eh bien, moi, ce que je crois, c'est que nous devons effectivement nous battre
pour le rassemblement de la gauche et des écologistes, mais pas à n'importe quelles conditions, et dans des conditions justement qui favorisent non seulement la possibilité d'être au second tour, mais aussi la possibilité de gagner le deuxième tour. Et donc ça suppose que nous ayons une capacité aujourd'hui à tout remettre sur le métier. Mais quand on n'a pas gagné, on s'interroge. Ouais. Et moi, depuis 1 an et demi, je m'interroge sur ce qui n'a pas marché. Je m'interroge sur y compris ce qui devrait être révisé dans nos comportements, dans notre projet, dans notre façon de faire. On arrive à la fin de l'émission, un candidat unique au second tour, à la présidentielle, ça peut pas être Jean-Luc Mélenchon. Je crois qu'aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon a fait la démonstration qu'il ne pouvait pas porter les couleurs de l'ensemble de la gauche et des écologistes, puisqu'il a une forme de mépris pour ce que les autres sont. Et ça peut être vous ? Mais je ne suis pas du tout venu vous faire mais ça peut quelconque. Mais non, vous y pensez, non ? Le sujet n'est pas. Enfin, vous vous rendez compte qu'à chaque fois on ramène tout à des individus. Jean-Luc Mélenchon. Non mais Jean-Luc Mélenchon, c'est pas possible. Donc il faut trouver quelqu'un. Parce que Jean-Luc Mélenchon a fait la démonstration jour après jour qu'il ne souhaite pas être celui-là. Il souhaite être le candidat d'un socle insoumis d'un exclusivement. Socle d'une secte. Non, mais je ne vais pas être dans l'insulte. Ouais. Je dis un socle électoral qui est un socle électoral insoumis. Point. Et s'il avait souhaité, il aurait pu, après chaque échéance électorale, à chaque fois qu'il a été le premier à gauche, il aurait pu devenir le centre de gravité de la gauche. Il n'a pas voulu jouer ce rôle-là. Il a préféré avoir un repli qui est un repli identitaire de radicalisation sur sa propre base, sur son propre socle. Et donc, il a fait la démonstration qu'il ne voulait pas être candidat de toute la gauche. Qu'il ne peut pas. Ne peut pas. De fait. Merci Olivier Faure d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J. À dimanche prochain. Merci.